occupé par des gens qui travaillent. Environ 40% des lits derrière moi sont occupés par des gens qui ont un travail à plein temps. À côté du dortoir, ceux qui le souhaitent peuvent aussi suivre des cours. Parmi eux, Marc. Il travaille chez un fleuriste, gagne 12 000 francs par mois, insuffisant pour vivre dans la vallée. Alors devinez ce qu'il étudie pour gagner plus, l'informatique bien sûr. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de travail dans le secteur. J'espère que c'est le cas. Et on nous a dit que ces emplois étaient intéressants. Et surtout bien rémunérés. Alors on verra bien. Avec des stock options aussi? Oui, avec des stock options. Il y aurait pourtant bien un moyen de permettre aux employés de rester dans la vallée. Encadrer l'augmentation des loyers, une solution appliquée par exemple à San Francisco ou à Berkeley. À la mairie de Palo Alto, on a bien conscience que ça serait la seule solution, mais ici, contrôler les prix est un tabou. On ne voit pas comment résoudre le problème, à part en encadrant l'augmentation des loyers. Et là-dessus, on est assez réticents. Pourquoi? C'est notre doctrine. Nous considérons que nous n'avons pas à intervenir sur le marché. Et pourtant, la mairie souffre elle aussi de la pénurie de logements. Au service du personnel, on a de plus en plus de mal à recruter. 70 postes sont vacants depuis le début de l'année. Administratifs, enseignants, ouvriers n'ont pas les moyens d'accepter un travail à Palo Alto. Le directeur lui-même ne pourrait plus se permettre de faire carrière ici. Je travaille pour la ville depuis 30 ans. Et j'ai pu m'acheter une maison pour vivre quand les prix étaient beaucoup plus bas. Et si vous débutiez votre carrière aujourd'hui, Je ne serais pas en mesure de payer ma propre maison. 91% des employés publics sont donc obligés d'habiter loin de Palo Alto. Ce soir, les ouvriers des services techniques prennent le bus de ramassage de la ville pour rentrer chez eux à des distances qui font frémir. J'habite à Livermore, Et c'est loin d'ici? un peu plus de 80 km. Dis donc, il y a combien de kilomètres jusqu'à Modesto? Environ 130, oui, 130 km. Combien de temps il nous faut pour rentrer à la maison? Oh, je sais pas, à peu près 2 heures. Mais ça dépend du trafic. Ça peut être encore plus. S'il y a un accident, oui, ça peut être plus. Mais il leur faut partir vite, ils n'ont pas beaucoup de temps pour discuter avec nous. Et il vous faut y aller là, hein? Oui, là, faut y aller pour éviter les bouchons. Et si vous attendez trop, Si on attend 5 minutes de trop, ça peut faire une grosse différence. Une bonne demi-heure de plus. so go. Thank you very much. Thank you. Bye. Michel Meyer, je rappelle que vous avez 28 ans, vous êtes l'une des jeunes fortunes d'Internet en France, vous avez créé le site Multimania, qui a été une vraie réussite. Vous avez démarré il y a 5 ans, vous aviez 23 ans à l'époque dans la Silicon Valley. Est-ce que vous reconnaissez le lieu? Vous aviez l'air assez étonné, pour ne pas dire parfois ahuri en regardant ce reportage. Oui, effectivement, puisque ça a beaucoup changé en fait depuis que j'y étais. Moi, j'étais stagiaire à l'époque, j'avais un salaire de 2 000 $ par mois, ce qui me permettait, après les impôts, après effectivement la location d'un appartement, qui était le plus gros poste, de bien vivre dans tous les cas. Et vous pouviez vous loger correctement? On se logeait très correctement, puisqu'aux États-Unis, les appartements sont beaucoup plus grands, et dans la résidence, en fait, on avait une piscine. Alors, en 5 ans, on voit que c'est un endroit où il y a des gens qui ont gagné énormément d'argent avec ces entreprises de nouvelles technologies, les entrepreneurs qu'ils ont créés, mais aussi beaucoup les salariés qui sont dans ces entreprises avec le système des stock options, beaucoup de millionnaires en dollars et donc des prix qui sont devenus absolument incroyables. Enfin, tout ce qu'on a vu dans ce reportage. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver en France, dans les lieux où sont concentrées ces réussites de la nouvelle économie? Alors, ce qu'on a vu en France, notamment dans l'immobilier en fait, d'entreprise, c'est que les prix, effectivement, dans un secteur de Paris qui s'appelle le Silicon Sentier, où se regroupe une grande partie des sociétés Internet en France, les loyers ont été multipliés par 2. Les loyers de bureau? Les loyers de bureau, tout à fait. Maintenant, concernant les personnes, je pense qu'on a un environnement légal notamment très différent entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis, rappelons que du simple fait de l'employeur ou du salarié, en 10 jours, un job peut être interrompu. Simultanément, comme on le voit dans le reportage, en 30 jours, on peut être mis à la porte de son logement. En France, on a des cadres quand même beaucoup plus solides et plus serrés. Oui, une brutalité du marché aux États-Unis qui est très forte et donc
les hauts, les bas sont encaissés de manière extraordinairement rapide et brutale. Alors on voit quand ces entreprises marchent tout ce que ça peut générer, on voit aussi que quand ça baisse, il peut y avoir aussi des déconvenues. Vous êtes bien placé pour le savoir parce que dans la nouvelle économie, votre entreprise Multimania, il y a 7 mois, valait 5,5 milliards de francs et depuis, son cours de bourse a dégringolé. Elle vaut à peu près 1 milliard aujourd'hui, ce qui est beaucoup d'argent, mais la dégringolade est spectaculaire. Est-ce que vous pensez que ça va continuer à baisser ces valeurs de la nouvelle économie ? Alors je crois que dans les 7 mois qui viennent de passer, on a vécu une vraie correction où effectivement on a ramené à la réalité un certain nombre de sociétés qui étaient sur des modèles économiques notamment qui ne fonctionnaient pas. Donc là il y a eu un vrai filtrage, on va dire. La bulle s'est dégonflée. La bulle s'est dégonflée, exactement. Maintenant, sur le fond, je pense qu'Internet reste une révolution industrielle, qu'il va continuer à croître très, très fortement. Il y a de plus en plus de gens qui vont avoir des ordinateurs, qui vont être connectés, qui vont l'utiliser. Donc des sociétés qui ont pris des parts importantes sur ce marché vont pouvoir continuer à créer des activités, à créer des emplois dans le futur. Alors vous avez réalisé une fortune, entre guillemets, avec Internet, avec votre site, qui est estimé à combien aujourd'hui L'entreprise vaut à peu près 1 milliard, mais vous, les parts que vous y avez, ça représente quelle valeur? En incluant donc ma participation dans l'entreprise et un certain nombre de stocks options dont je bénéficie également, on est entre 40 et 50 millions de francs. 40 et 50 millions de francs, et on voit qu'effectivement, il y a 7 mois, ça pouvait valoir 5 fois plus. Tout à fait. Ouais, donc c'est quand même assez vertigineux. Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez que des indépendants, comme vous l'avez été jusqu'à il y a quelques semaines, puisque vous avez vendu votre entreprise à un groupe européen, est-ce que des indépendants peuvent le rester et créer des sagas aussi spectaculaires que les Bill Gates, Microsoft, Yahoo, Amazon ou d'autres, en restant indépendants? Je pense qu'aujourd'hui, les grandes places sur Internet ont été prises. Si on compare ça un petit peu au Far West, il y a quelques années, il y avait des plaines et il fallait construire des grands ranchs. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a déjà des grands propriétaires terriens qui ont mis des barbelés sur la prairie. Donc on peut encore créer des entreprises très profitables, mais sans doute sur des secteurs plus identifiés, de manière à être plus fort. Et le destin de certaines de ces entreprises qui se créent, c'est d'être achetées par les grands propriétaires, c'est ce que vous dites? Exactement. C'est ce que vous avez fait, vous? Pour s'unir. Vous avez vendu à un gros propriétaire? Effectivement, pour créer une propriété plus grande en France, puisqu'en France, notamment, on entre dans un groupe qui inclut d'autres pionniers de l'Internet français et qui va permettre d'offrir de nombreux services aux internautes. Voilà, et dans ce Far West, alors il y en a qui gagnent et puis il y en a qui perdent. Et pourtant, il y a un an, tout le monde pensait qu'ils allaient gagner. C'était la grande mode d'Internet. Tout le monde pensait que ça marcherait quasiment à tous les coups. Nous avions suivi à l'époque, et nous avons suivi ces 18 derniers mois dans Capital, un certain nombre d'entreprises qui se créent sur Internet. Nous avons voulu savoir, un an après, ce qu'elles étaient devenues. C'est un reportage de Stéphane Martin, Stéphane Guffroy et Anne Gilles. C'est pour quel magazine ? En février dernier, Fabrice Grinda, 25 ans, faisait encore la une des magazines. Il venait de créer Auckland, un site internet. Tous les jours, on parle à un ou deux journalistes sur différents sujets, commerce électronique, success story, start-up, etc. L'ambition de ce premier de la classe, frais et moulu de Princeton, la célèbre université américaine, populariser en France les enchères sur Internet. Le principe est simple. Prenez par exemple cet agenda électronique affiché au prix de départ de 1 franc. De chez vous, devant votre ordinateur, vous pouvez surenchérir et voilà comment son prix peut monter jusqu'à 2300 francs. Et sur chaque vente, Auckland prélève une commission de 3%. Fabrice Grinda était certain que cette idée allait faire sa fortune. Il avait même lancé une campagne de publicité très provocante. 200 francs 200 300 francs 300 à droite 500 500 euros 700 700 900 900 à droite 2000 francs 9 mois après cette campagne choc, l'euphorie est retombée. Le bureau du jeune homme pressé est totalement vide. Fabrice Grinda ? Oui. Vous avez pas l'air très occupé, là. En fait, je réponds à mes quelques 100 ou 200 emails que je reçois quotidiennement et qui correspondent en fait à une grande partie de mon travail. Des journées presque sans rien faire, il ne s'attendait pas à ça.
À l'époque, il avait trouvé un actionnaire de poids, Bernard Arnault, le patron du numéro 1 mondial du luxe, LVMH, qui avait investi 250 millions de francs. Mais du coup, le milliardaire a aussi pris le pouvoir. Il n'appréciait pas la façon de diriger de ce jeune homme de 25 ans. Il l'a mis à l'écart. Fabrice Grinda n'a plus qu'un titre honorifique de vice-président. Auckland est encore quelque part mon bébé et j'y suis attaché cœur et âme, mais j'ai moins de travail à y réaliser et j'ai ma valeur ajoutée est beaucoup plus faible. Peut-être que mes capacités sont utilisées à 20% ici, là où elles pourraient être utilisées à 100% ailleurs. Donc vous allez partir ailleurs? Oui, mais que quand j'aurai trouvé une bonne idée et une bonne opportunité. En attendant, il gagne près de 60 000 francs bruts par mois, mais le vrai patron se trouve dans le bureau d'à côté. Bernard Arnault a préféré le remplacer par quelqu'un d'expérience. Présentation. Donc, Paul Zilk, qui est le nouveau PDG d'Auckland. En fait, quand nous étions vus la dernière fois, je ne sais pas s'il était rentré ou il venait de rentrer, il était directeur général, que j'ai recruté, qui est un Américain brillant de 43 ans. Thank you, Fabrice. Merci. Bonjour. Pourquoi vous avez pris sa place? Ça n'allait pas? Non, pas du tout. Je crois que l'évolution de notre société, de notre business, qui est devenu de plus en plus complexe, exige des capacités de gestion plus classiques. Paul Zilk joue la décontraction à l'américaine, mais il sait que s'il a été nommé, c'est pour redresser un site qui ne va pas bien. Malgré les 250 millions de francs investis, Auckland ne s'est pas imposé. En France, le site est largement dominé sur le marché des enchères par un de ses concurrents, eBazaar, qui attire 4 fois plus d'internautes. En attendant, Auckland, comme la plupart des sociétés de la nouvelle économie, ne gagne pas d'argent et doit payer ses 120 salariés. Il y a un an, Fabrice Grinda était à la tête d'une société estimée à au moins 100 millions de francs. Aujourd'hui, selon nos informations, il ne détient plus une seule part de l'entreprise qu'il a créée. Depuis un an, dans la nouvelle économie, des déceptions, il y en a eu beaucoup. Chaque jour, 30 startups naissent, mais aucune statistique n'indique combien meurent. Pourtant, c'est certain, il y a des idées qui ne prennent pas. Dans cet immeuble du 10e arrondissement de Paris, il y a 9 mois, nous avions filmé 2 frères très prometteurs, Joël et Christian Palix. Ils ambitionnaient tout bonnement de révolutionner le commerce. C'est un nouveau site internet qui est un peu révolutionnaire. On propose aux internautes de se grouper pour acheter moins cher des produits. L'idée, la voilà. Vous voulez acheter par exemple une télévision. Son prix public est de 2 790 francs. Si vous êtes plusieurs à vouloir vous l'offrir, le fabricant peut vous faire un rabais jusqu'à 2 090 francs. Les 2 frères voyaient grand. Ils ont embauché 45 salariés, ont dépensé 15 millions de francs confiés par des investisseurs. Eux aussi s'étaient même payé une campagne de pub dans la presse et sur des panneaux d'affichage. 9 mois plus tard, voilà à quoi ressemble Clost. Bienvenue. 300 mètres carrés de bureaux vides, apparemment pas un chat. Mais si, tout au fond des locaux, les frères Palix sont encore là. Pour eux, c'est bientôt fini, ils expédient les affaires courantes. Le site a cumulé les pertes et ils n'ont pas réussi à trouver de l'argent frais pour se renflouer. En fait, tout le pari de Clost, c'était de lever des fonds pendant l'été pour poursuivre notre développement et lancer Clost en Europe. Et avec la situation du marché, on n'a pas pu lever ces fonds, donc on est obligé de vendre. Les investisseurs n'y croyaient plus car le site ne réalisait que 70 ventes par jour. Il en aurait fallu 10 fois plus pour faire des bénéfices. Joël et Christian ont limité la casse. Ils ont revendu leur société pour 6 millions de francs, tout juste de quoi rembourser leurs dettes. Je fais complètement le deuil de Clost pour mieux rebondir. Voilà leur repreneur. C'est un autre site d'achat groupé, Union Dream, qui espère relancer la machine. Sur les 45 salariés qu'a compté Clost, seuls 5 ont été rembauchés ici. Et encore, Leila Rachel, qui s'occupe des achats, l'a appris ce matin. Son nouvel employeur n'a plus besoin d'elle. C'est un peu brutal, mais il n'y a pas de place pour vous, quoi. En quelque sorte. Donc je reste... Vous savez en arrivant ici? Non, pas vraiment. Honnêtement, non. Chez Union Dream, il y avait déjà quelqu'un à son poste. Leila Rachel cherche un nouvel emploi, toujours dans des startups. Et pourtant, dans le commerce sur Internet, il y en a qui ne s'en sortent pas si mal. Angoulême. Il y a 2 ans, nous étions venus voir Corinne Gillet. À l'époque, elle venait de casser sa tirelire. 50 000 francs pour ouvrir sur Internet une boutique de disques à prix cassé. En supprimant les intermédiaires, elle pouvait proposer par exemple un album de Madonna à 96 francs
contre 120 en moyenne dans les grands magasins. Les coûts étaient réduits au minimum. Son bureau, c'était sa chambre d'amis. Voilà, donc là, c'est la partie un peu haute de l'iceberg. Ça, c'est tout ce qui... Elle travaillait aussi dans sa cave et elle allait elle-même poster les disques. Elle n'en vendait à l'époque que 7 par jour. Donc j'amène plusieurs paquets, diverses destinations. 2 ans plus tard, ça n'a plus rien à voir. Corinne Gillet a installé sa start-up dans la zone industrielle de la ville. Vous pouvez nous faire visiter? Oui, bien sûr. Donc là, on a Christina qui s'occupe du standard et du premier accueil des clients. Là, on a toute une partie bureau, essentiellement, avec un peu de place encore pour accueillir de nouveaux collaborateurs. Elle a embauché 9 salariés et loué 500 mètres carrés de locaux, avec surtout un vaste entrepôt pour stocker les disques. Alors attendez, là, ça, c'est votre ancienne cave, alors? Voilà, c'est ça. Exactement. C'est plus clair, donc plus agréable. Et plus grand, donc là on a tous les produits qu'on vend sur le site sont en stock. Et il faut bien ça car les commandes ont explosé, 300 disques par jour. Mais contrairement aux apparences, elle ne dépense que le strict nécessaire. Elle n'a pas flambé les 12 millions de francs obtenus auprès d'investisseurs. Elle n'a pas lancé de coûteuses campagnes de publicité, le bouche à oreille a suffi. Elle n'a pas été très généreuse avec ses salariés, la moitié ne touche pas plus que le SMIC. On gère quoi, au plus juste. Au mieux et au plus juste, sans se priver, mais en faisant attention. Voilà. Si elle est économe, c'est qu'elle ne veut prendre aucun risque pour pouvoir revendre son entreprise le plus cher possible. Il y a les gens de la grande distribution aussi qui sont très actifs dans le domaine d'Internet, qui s'intéressent beaucoup à Internet. Pour eux, c'est un avantage de prendre pied dans une société qui existe et qui a déjà un savoir-faire, plutôt que de partir de zéro, en fait. Donc à ce moment-là, vous toucherez le jackpot? Peut-être. Peut-être, oui. Aujourd'hui, sa société ne gagne toujours pas d'argent, mais elle a pris de la valeur. Les 40% qu'elle détient toujours valent au moins 8 millions de francs. Mais aujourd'hui encore, rares sont ceux qui gagnent de l'argent dans la nouvelle économie. Même à Seattle, sur la côte ouest des États-Unis, là où est bâti le siège pharaonique d'Amazon.com, le plus gros site de commerce électronique du monde, on n'y parvient toujours pas. Son fondateur, Jeff Bezos, est une des stars d'Internet. Ça fait déjà 5 ans qu'il a créé son site. Il a investi massivement pour y vendre de tout, livres, poupées, bétonneuses. Et pour l'instant, le seul résultat qu'il ait obtenu, ce sont des pertes colossales, 10 milliards de francs au total. Et malgré ces pertes colossales, ces entreprises peuvent valoir parfois énormément d'argent. C'est tout le paradoxe apparent de la nouvelle économie. C'est le signe que les investisseurs pensent qu'elles finiront par gagner de l'argent et par en gagner probablement beaucoup. Vous pouvez retrouver sur notre site m6.fr toutes les informations complémentaires à cette émission. Ne ratez pas demain soir, lundi, un nouveau grand rendez-vous d'information sur M6, Secret d'actualité. Ce sera le 2e numéro de Secret d'actualité. 2 reportages et enquêtes passionnantes consacrées l'une à la prise d'otage de l'avion Alger-Paris, l'Airbus qui avait été pris en otage à Marseille en 1994. Et puis une 2e enquête sur l'affaire Omar Haddad. La semaine prochaine, Bernard de la Villardière, Zone Interdite, vous proposera un document